Sur Montpellier, habituellement, nous avons l'habitude de vous présenter sur Montpellier des grands projets de développement. Eh bien, aujourd'hui, nous avons souhaité vous présenter l'action que nous menons au cœur de ville. Alors, je me dois d'abord d'excuser Philippe Sorel, qui devait être présent avec nous, maire de Montpellier, mais malheureusement, il a été retenu à Montpellier ce matin. Je suis accompagné de Patrice Bonin, qui est directeur de la mission Grand Cœur sur la ville de Montpellier, de Rémi Ayré, directeur général adjoint de la ville de la métropole, en charge de l'aménagement. Je suis moi-même Christophe Pérez, directeur général de la SERM et de la SAT 3M. Rémi. Bonjour. Alors Christophe a eu raison de rappeler que cette opération est un petit peu atypique au cœur de Montpellier, mais pas tant que ça. Il faut avoir en tête que Montpellier, c'est une aire urbaine de 600 000 habitants, c'est une métropole de 31 communes et 480 000 habitants. La ville elle-même, c'est 280 000 habitants, avec une croissance démographique qui ne s'est jamais démentie et qui reste très forte, à plus de 1,5% par an, et ce qui traduit évidemment par une évolution de la ville, et notamment la création de logements en quantité importante. 5 000 par an sur la métropole, 2 500 sur la ville. Et ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que le virage du renouvellement urbain et de la densification a été amorcé depuis un certain temps. Et sur la ville de Montpellier, plus de la moitié des logements qui se créent se font maintenant par densification, par renouvellement de la ville sur la ville. Et en particulier, notamment dans le quartier Grand Cœur. Le quartier Grand Cœur, c'est 70 000 habitants. C'est à peu près 1/7 de la surface de la ville. Et c'est bien sûr quelque chose qui a une puissance identitaire et une sensibilité patrimoniale et sociale extrême pour tous les habitants de la métropole. Donc, conscient de l'enjeu, de l'intensité des enjeux qui se concentrent sur ce territoire de Grand Cœur, c'est-à-dire le noyau médiéval qui fait à peu près une dizaine de milliers d'habitants, et ces faubourgs du 19e siècle, début du 20e siècle, Georges Frêche, déjà en 2003, alors que Philippe Sorel s'apprêtait à prendre ses fonctions d'adjoint à l'urbanisme, avait initié le projet Grand Cœur, qui repose sur 2 idées très simples. La première, c'est que le cœur de la métropole, ce n'est pas la propriété de ses habitants, c'est la propriété de tous ceux qui pratiquent et qui fréquentent la métropole, son aire urbaine. Qu'il s'agisse de ceux qui s'y rendent pour du tourisme, de ceux qui veulent s'y promener, de ceux qui y consomment, de ceux qui y profitent des activités culturelles, tous les Montpelliérains, au sens large du terme, sont concernés par Grand Cœur. Et le corollaire immédiat, c'est que ce cœur qui doit être vivant ne doit être ni une ville-musée, ni un espèce de Disneyland, ni un grand espace de loisirs. Ça doit être une ville habitée, avec toutes les fonctions urbaines qui sont nécessaires à une qualité de vie importante. Une qualité de vie dont on sait qu'elle sera plus compliquée du fait de la fréquentation extrême que suscite la centralité de cet espace. Alors le projet Grand Cœur, il a fait le choix de mettre en valeur ces 2 composantes en intervenant simultanément sur 4 sujets essentiels que nous allons vous détailler. Le premier, c'est le logement, parce que comme tout centre-ville patrimonial et historique, il y a des phénomènes de vétusteté, d'îlots de souffrance, et il y a également des pressions spéculatives très fortes. Et le choix, c'était de dire, si on veut résister aussi bien à la gentrification qu'à la ghettoisation de certains îlots, il faut absolument qu'il y ait une action publique pour impulser un mouvement fort sur le logement. Deuxième sujet, le commerce et l'activité économique. Alors le commerce en centre-ville, on en parle beaucoup ces derniers temps. Aucune ville ne réagit de la même façon. Montpellier a également ses spécificités. Et voilà une grosse dizaine d'années que nous nous y sommes attelés avec une action très forte qui va vous être détaillée. Les grands équipements publics, parce qu'on est au cœur de la métropole, et donc le rayonnement de cette métropole passe aussi beaucoup par les grands équipements culturels principalement, mais aussi centres des congrès, etc. Et enfin, le cadre de vie. Cadre de vie, tout ce qui rend la vie agréable, la vie, l'habitat, mais aussi la flânerie, la promenade, la vie dans le sud, avec ses composantes climatiques qui font que l'espace public est très, très sollicité, que ces parcs ont une intensité de vie forte, et donc il faut intervenir sur cet espace public
pour que le centre-ville soit attractif et agréable pour chacun. Alors, ce projet urbain, il s'appuie sur une gouvernance que va vous détailler Patrice. Oui, pour ce projet d'envergure, il a été choisi de s'organiser un peu différemment que pour les autres projets, d'avoir pour ce projet-là une équipe complètement dédiée, une mission, une toute petite équipe, mais qui est là pour donner de la cohérence, pour coordonner les multiples acteurs qu'il y a sur ce territoire-là. Donc pour organiser et assurer la transversalité entre tous les intervenants, et également pour suivre les 2 concessions d'aménagement que la ville a décidé de passer avec son aménageur dès le début de l'opération. Et là aussi, il y a une organisation qui est un peu spécifique vis-à-vis de l'aménageur. Il a été tout de suite décidé qu'il y aurait également là une équipe dédiée à cette opération, une équipe de spécialistes du renouvellement urbain. D'ailleurs, en 2003, l'aménageur a dû recruter cette équipe. Elle n'existait pas dans la structure de l'époque. Il a fallu aller chercher des spécialistes, notamment qui avaient fait leurs armes sur Marseille, sur les quartiers du Panier, de Belzins. Et cette équipe dédiée, il a été prévu de la faire travailler dans les mêmes locaux avec l'équipe de la ville pour qu'il y ait une synergie entre les 2 équipes. Et en fait, la mission Grand Cœur a 2 composante aménageur et composante collectivité locale. La gouvernance de cette équipe, enfin de l'opération Grand Cœur, est donc directement faite par le maire, avec notamment un comité de pilotage qui se réunit tous les mois. 2 concessions d'aménagement pour la SERM et la SA3M. Une première qui a démarré en 2003, au tout début de l'opération. Elle va durer jusqu'en 2019. Le montant global de l'opération, c'est 130 millions d'euros. Sur la SA3M 2013-2022, 60 millions d'euros. Donc l'équipe est devant. Là, et Éric Bérard, qui est l'ancien directeur de la SERM, c'est lui qui les a recrutés il y a déjà longtemps. Fait l'amitié d'être avec nous ce matin. On passe au point suivant, s'agissant du logement, donc la partie qui est plutôt réalisée par nos équipes à la SERM, à la SA3M. Notre objectif de 2009 à 2022, c'est de réhabiliter, rénover et reconstruire près de 2950 logements, dont 860 logements sociaux, et nous en sommes à peu près à 2000 logements aujourd'hui par notre action. Vous voyez que c'est le temps long, l'aménagement au cœur de ville, c'est vraiment le temps long. On arrive quand même à faire ces 2000 logements. Plusieurs outils, on utilise tous les outils que vous connaissez certainement dans la salle. Le recyclage, tout d'abord, c'est celui qui permet, dans un premier temps, d'acheter appartement après appartement, bien sûr assurer la gestion locative, reloger les familles. Et nous avons fait le choix en tant qu'aménageurs de simplement faire les permis de construire pour que ensuite les bâtiments puissent être rénovés ou réhabilités. Et nous réalisons ensuite des consultations où nous vendons à des particuliers qui, eux, réalisent les constructions et les aménagements. Ensuite, bien sûr, les dispositifs d'aide à la pierre, l'OPARU. Nous sommes à notre 5e actuellement. Et également un dispositif pour nous permettre de réaliser les projets dans les cas de dureté foncière. Eh bien, nous faisons des dispositifs coercitifs avec le droit de préemption urbain sur les travaux, ce qui nous permet évidemment de faire la totalité de l'opération. Donc tous les dispositifs qui nous permettent de réaliser les projets. Un petit exemple là, qui est mis en lumière, c'est un des îlots les plus dégradés que nous avions à Montpellier, avec une très forte présence d'insalubrité. On a commencé nos premières acquisitions en 2004. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, les travaux sont à peine en cours. C'est-à-dire qu'il nous a fallu 13 ans pour arriver à acheter l'ensemble de ces logements. Il y avait 57 lots avec 41 logements. Il nous a fallu reloger 24 familles. Ensuite, on a fait le curetage. Et aujourd'hui, nous avons donc un programme avec une partie de logement social, mais surtout beaucoup de logements privés. Le coût d'opération, c'est 2 millions d'euros. Des recettes de cession à hauteur de 500 000 euros. Le reste, bien sûr, des subventions de l'ANA
et une participation de la métropole à hauteur de 2 millions d'euros. Un deuxième exemple, dans le même secteur, d'ailleurs, dans un quartier sensible où il y a une forte proportion d'habitat insalubre. Là, il s'agissait d'un petit immeuble que l'aménageur, la SERM, a acheté. Il y avait dans cet immeuble 24 chambres pour 9 fenêtres, pour vous dire l'état dans lequel, d'habitabilité dans lequel était cet immeuble. La première chose qui a été faite, c'est bien sûr de reloger tous les habitants de cet immeuble qui étaient vraiment dans des conditions déplorables. Et c'était une population un peu particulière puisque c'était des retraités Chibani et qui, donc on a, pour résoudre ce problème de relogement, il a été prévu de faire 2 résidences sociales avec l'opérateur Adoma. Et ensuite, l'immeuble a été reprogrammé avec une opération un peu complexe pour faire 14 logements PLS. Au niveau architectural, c'est un bâtiment qui est rehaussé parce que le secteur le permet en architecture d'écriture contemporaine, mais en gardant le rez-de-chaussée et le premier étage existants, puisque là, on est dans une ère de valorisation de l'architecture du patrimoine et ces façades-là étaient précieuses et devaient être conservées. Le volet suivant, le deuxième thème, deuxième des 4 mousquetaires de l'action de Grand Cœur, c'est les grands équipements. Ça s'inscrit dans une tradition qui était en place depuis les années 80-90 à Montpellier, consistant à cerner l'écusson, donc le cœur médiéval d'équipements publics de très fort rayonnement. Alors évidemment, c'est compliqué dans une ville qui n'a pas de friche industrielle. Rien que le volet foncier permettant l'implantation de ces équipements a été, dans certains cas, une véritable épopée. Mais le Palais des Congrès, Opéra, a pu s'implanter. La médiathèque Émile Zola, la piscine olympique et d'autres emblèmes historiques et patrimoniaux ont fait l'objet de réhabilitation. C'est notamment le cas du centre chorégraphique ou du musée Fabre qui a été réhabilité il y a quelques années. Cette logique d'implantation d'équipements en centre-ville, elle se poursuit et de nouveaux projets sont en cours. On peut citer le nouveau conservatoire de musique et de danse à vocation régionale qui s'implante dans un faubourg par réhabilitation, extension d'un ancien hôpital du tout début du XXe siècle. Et le concours a été récemment jugé, et c'est Architecture Studio qui en est lauréat. Donc pour la réhabilitation d'à peu près 1500 m² et près de 10 000 m² d'extension. On peut citer également le nouveau musée d'art contemporain qui va s'appeler MoCo, dont le chantier est bien engagé et qui sera géré par Nicolas Bourriot en réseau avec le centre culturel de la Panacée qui a ouvert il y a 5 ans et qui associe des lieux d'exposition numériques et créatifs, des ateliers d'artistes, l'accueil d'étudiants, des pensionnaires de l'école des Beaux-Arts. Le volet suivant, le commerce, la dynamisation du commerce dans le centre-ville. Comme le disait Rémi Ayret tout à l'heure, les centres-villes commerciaux connaissent un certain nombre de problèmes à ce jour. À Montpellier, la situation n'est pas du tout désespérée. On est quand même une ville d'une taille qui fait que la situation n'est pas trop grave. C'est surtout les villes moyennes qui connaissent le plus grand déclin du commerce de centre-ville. Malgré tout, il y a besoin d'une action publique pour impulser des actions et permettre que le marché, que le secteur privé puisse retrouver ses marques dans un centre-ville, dans le cœur marchand. Alors, ça passe par des
interventions très ponctuelles, comme on peut avoir sur le boulevard du Jeu de Paume, là, pour reconstituer un circuit marchand qui avait décliné. Mais cette action, notamment, n'est possible que s'il y a aussi une action sur l'espace public de ce boulevard et sur le fonctionnement de la ville. À cet endroit-là, il passait, il y a quelques années, 17 000 voitures par jour. Donc c'était déjà une raison suffisante pour que le commerce de ce boulevard périclite. Donc aujourd'hui, le boulevard est piétonnisé, il y passe 2 lignes de tramway et la programmation commerciale a pu être impulsée par notre aménageur, la Serme. L'action aussi se fait sur les quartiers où on a décelé que le commerce était périclité, notamment dans certains faubourgs, où là, l'aménageur achète des rez-de-chaussée d'immeubles pour également les reprogrammer et ramener la qualité dans ces rues en déclin. Il y a d'autres actions également qu'on verra sur quelques diapos plus loin, notamment sur la promotion de l'artisanat d'art qui permet également de redonner de visibilité à certaines rues. Un élément important aussi dans le fonctionnement du commerce en centre-ville de Montpellier, c'est l'existence d'un centre commercial qui est d'importance, puisque c'est le deuxième centre commercial de province, après la Part-Dieu, par son chiffre d'affaires. Donc à une certaine époque, ça a été considéré par les commerçants du centre-ville comme une concurrence qu'ils voyaient d'un mauvais œil, mais en fait, c'est également une chance, parce que ça permet de créer des flux de chalands dans le centre-ville. Il suffit de voir la liaison qu'il y a entre le Polygone, c'est le nom de ce centre commercial, et le centre historique un samedi après-midi pour comprendre qu'effectivement, il y a un binôme qui joue très très bien. Ce centre commercial, malgré ça, a été construit à une époque où la ville s'arrêtait au niveau de ce centre commercial. Donc le gros problème, c'est qu'elle a été construite en verrou par rapport à ce qui s'est fait dans les années suivantes, puisque tout le quartier qui est à l'est de ce centre commercial, c'est le quartier Antigone, c'est l'extension du centre-ville vers l'est. Donc il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui pour essayer de gommer cette coupure qui a été faite à cette époque-là, et notamment c'est la création, la restructuration du centre commercial avec la création d'une grande rue couverte par une verrière qui permettra de refaire le lien avec la ville, entre la ville ancienne et l'extension des années 80. Une autre action concernant le commerce, mais là qui est une opération dans la dentelle, qui touche tous les commerçants du cœur marchand, c'est une aide à la requalification des devantures commerciales. Ceci commence par convaincre les commerçants que le patrimoine dans lequel ils se trouvent est un atout commercial important pour eux, qu'il est plus important de mettre en valeur ce patrimoine et de s'en servir plutôt que d'essayer de ressembler à n'importe quel commerce d'un centre commercial. Donc, pour les aider à comprendre cette démarche, il y a une opération qui durera qu'un temps, mais qui dure encore plusieurs années, d'aide à la requalification des devantures, qui va jusqu'à 50% des travaux. Encore un élément concernant le commerce, dont le titre sur la diapo n'est pas le bon, c'est la promotion de l'artisanat d'art. Dans des secteurs où le commerce de proximité ou le commerce classique de centre-ville ne pouvait pas retrouver sa place, il a été programmé, prévu avec l'aménageur d'y implanter des commerces tout à fait spécifiques, des commerces d'artisanat d'art. C'est ce qu'on a fait
dans le nord du centre historique. C'est ce qu'on fait également dans une rue de Faubourg. Et cette action se traduit aussi par l'implantation, enfin la ville avait possédé une chapelle qui était désaffectée, qui a pu être vendue à Atelier Art de France pour y construire une succursale, puisqu'ils sont surtout implantés à Paris, une succursale une vitrine de l'artisanat d'art qu'ils produisent. Les marchés couverts et les marchés forains, là encore, c'est un travail par petites touches, mais qui permet de trouver des synergies avec les commerces de proximité environnants. Et on l'a vu notamment sur une place qu'on avait refaite entièrement dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine, qui est le plan Cabane, où il ne suffisait pas de refaire l'espace public. Si on n'y remettait pas le marché forain qui préexistait avant cet aménagement, c'est tout le secteur qui en pâtissait. Un petit mot sur une halle que nous sommes en train de construire. Alors, il y avait une vieille halle construite dans les 50 ou 60, peut-être 60, qui était tout à fait obsolète et qui ne correspondait pas aux standards actuels du commerce et puis surtout d'usage pour les habitants. Eh bien, la municipalité a fait le choix de démolir ces halles. Nous l'avons réalisé et nous construisons actuellement une nouvelle halle sous la forme d'une architecture de type Baltard, tout à fait évidemment contemporaine, avec une couverture de panneaux photovoltaïques. Et nous avons fait un petit concours avec l'école des Beaux-Arts de Montpellier pour pouvoir faire l'aménagement intérieur. Et c'est une jeune étudiante qui s'appelle Mona Kim qui a gagné ce petit concours avec bien sûr un artiste chevronné, Miles O. Et on aura à l'intérieur de cette halle de très très beaux dessins qui vont aussi magnifier ce beau projet. Il est utile pour Montpellier. On va investir 9 millions d'euros pour réaliser ce projet et 24 étals seront réalisés. Les différents artisans, enfin plutôt les commerçants qui étaient dans la halle, nous avons trouvé une solution pour pouvoir les déplacer le temps de la construction, d'abord de la démolition et de la construction. On a fait cela, la ville a évidemment investi pour que tous les aménagements soient réalisés et progressivement ils seront réinstallés dans la halle. L'objectif est de livrer cet immeuble en fin 2018 pour les fêtes de fin d'année. Sur le volet cadre de vie, il y a un des points importants sur lequel la collectivité publique se doit d'agir, c'est sur l'espace public. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure à propos du commerce. Dans les rues qui doivent retrouver un essor commercial, il est indispensable de travailler sur l'espace public. Alors ça peut se faire par un réaménagement total, comme je le disais tout à l'heure sur le boulevard du Jeu de Paume, avec notamment la piétonisation et le passage du tramway. Ça se fait aussi par des interventions beaucoup plus simples qui permettent d'en faire beaucoup plus à budget égal, où on voit l'essentiel à faire pour changer le fonctionnement de l'espace public, pour repartager différemment cet espace public au bénéfice notamment des piétons et des modes doux. Alors, on a parlé de toute l'action publique qui était engagée, notamment avec la SERM, les 3000 logements à réhabiliter ou à créer, les 125 commerces qui ont été achetés, transformés, recommercialisés. Évidemment, toute cette action publique, elle doit se poursuivre à travers les initiatives privées qui irriguent tout ce territoire du centre. Ces initiatives privées, elles sont encadrées. Elles le sont par des documents qui visent à concilier la conservation du patrimoine et les nécessaires adaptations à la vie moderne. Alors ça a été notamment le très très gros travail qui a été fourni avec Alexandre Mélicinos, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines, pour adapter le règlement du secteur sauvegardé. S'il faut donner qu'un exemple, je donnerai celui du travail qui a été fait pour réfléchir à toutes les façons d'intégrer un ascenseur, élément indispensable de la vie moderne, dans des hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais si on veut un centre-ville vivant, habité
et qui ne soit pas qu'une façade, qu'un décor, c'est absolument fondamental. Donc tout ce territoire de Grand Cœur, il est couvert soit par le secteur sauvegardé, soit par des aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine. La collectivité accompagne ça également à travers la mise en valeur et la réhabilitation de ces monuments, de ces lieux emblématiques, donc le Pérou, la promenade du Pérou, le château d'eau, l'ancien l'hôtel Richer de Belleval, qui après avoir été successivement une ancienne mairie puis un tribunal pour les prud'hommes, va connaître une nouvelle vie sous la forme d'un hôtel de charme. Le mikvé, les restes médiévaux de ce bain juif rituel qui a été retrouvé et qui va pouvoir, dont la mise en valeur permettra une plus grande appropriation par les habitants. On en arrive à un stade où Montpellier, le cœur de Montpellier, qui est déjà ville d'art et d'histoire, est rentré dans un processus de labellisation, le label Histoire et Patrimoine, puis peut-être à plus long terme un label UNESCO, avec une particularité consistant à vouloir faire en sorte que ce label ne s'applique pas qu'au cœur de ville, mais à l'ensemble de la métropole et de tous les lieux patrimoniaux d'exception qui s'y trouvent, donc la cathédrale de Villeneuve-les-Maglones, le site antique de Latte, etc. Et à travers cette recherche de labels au niveau métropolitain, c'est finalement la diffusion de l'esprit grand cœur à l'ensemble de la métropole qui est recherchée par le maire président de la métropole. Merci beaucoup. Peut-être qu'on a une minute pour répondre à une ou deux questions, s'il y en a. Minutage, toujours. Ouais. Vous avez une forte démarche dans la réhabilitation des îlots. Est-ce que vous y associez une volonté de densification ? Quand on remet sur le marché des logements pour certains vacants, même si on ne fait pas de la densification physique, on a de toute façon une densification en termes de population. Alors la densification physique sur le territoire de l'écusson du secteur sauvegardé, elle a peu de raisons d'être. Dans les AVAP, Patrice a donné un exemple, c'est-à-dire dans les faubourgs du 19e, 20e siècle, on peut le faire par des surélévations contemporaines de monuments plus anciens. Et au-delà, c'est quelque chose à mener, mais avec prudence. Les équilibres sociaux sont souvent assez fragiles. Et donc, la densification se doit d'être assez douce pour ne pas susciter notamment des reports de population modeste vers une périphérie. Il y a même un phénomène inverse qu'on peut observer dans tout le travail de l'aménageur. En fait, on se rend compte, si on regarde les statistiques, qu'on achète des appartements qui en moyenne font 35 mètres carrés pour produire des logements qui font 55 mètres carrés, ne serait-ce que pour qu'ils répondent aux normes d'habitabilité. Et donc là, on s'aperçoit bien qu'on diminue le nombre de logements globalement, dans la partie réhabilitation uniquement. Je vous remercie, on va passer à au deuxième atelier.